Et nous avons notre diététicien, nutritionniste, tabagologue de maison, on va dire comme ça, voilà. de notre région de Hélesine et de Jauge et de Jodeuil. Voilà. Louis Engels, bonjour. Bonjour. Merci, j'ai pas bien ouvert mon micro, pardon. Bonjour, et merci d'être là comme chaque mois, fidèle, pour que nous, les nanas, et les hommes qui nous écoutent aussi, bien évidemment, on soit bien dans notre peau. Et là, ça sent le printemps. Voilà. On se réveille, hein, Louis. Tout à fait, c'est vrai que les beaux jours reviennent, ça fait du bien. Donc on fait attention à notre ligne, nos formes, et on pense déjà aux futures vacances, nos maillots, nos bikinis. Messieurs, mesdames, soyez à l'écoute de Louis qui va vous donner des conseils ce soir. Voilà, c'est vrai que les beaux jours reviennent, on repense aussi voilà, à nos vacances, à nos maillots de bain, etc. Donc on se questionne un petit peu sur nos défis sportifs, sur nos défis alimentaires, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui ont entrepris justement des prises en charge diététiques pour arriver à leur objectif avant l'été. C'est vrai qu'il faut parfois s'y prendre à l'avance, effectivement, pour justement prendre le temps de prendre des bonnes habitudes pour l'été qui va arriver. D'abord le printemps, évidemment, et puis l'été où on pourra savourer un petit peu l'objectif qu'on aura atteint. Et aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous parler des courses un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une des premières étapes, c'est d'optimiser un petit peu son environnement à la maison. Ce qu'on n'achète pas, c'est ce qu'on ne mangera pas aussi. Donc justement, essayer d'avoir des conseils pour justement faire ces courses de manière hebdomadaire, de manière récurrente, pour avoir toujours des produits frais et d'avoir toujours ce qu'on a besoin pour faire des bonnes journées alimentaires. D'accord, on vous écoute, on prend déjà notre papier, notre voilà. Et on note. Voilà, donc tout d'abord, c'est vrai qu'on conseille souvent d'aller toujours le ventre plein. Aux courses, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais quand on a le ventre vide, quand il nous manque quelque chose, quand il manque quelque chose au corps, ben, il aura tendance à se diriger vers des produits qui seraient riches en énergie, riches en sucre, etc. et qui ne seront pas toujours intéressants nutritionnellement parlant. Donc déjà, un premier réflexe, c'est de toujours aller le ventre plein après un repas ou après une collation, etc. de manière à ne pas être tenté par des choses qui ne sont pas très intéressantes. Et aussi essayer de fonctionner par liste de courses. Donc essayer de faire des listes de courses à l'avance et en amont, justement, essayer de prévoir ses menus pour la semaine. Parce que l'organisation est une des clés pour la réussite d'une prise en charge. Déjà faire les listes de courses à l'avance et d'essayer de s'y tenir, ben, ça limite un petit peu les achats plus compulsifs qu'on n'a pas réellement besoin à la maison. Et justement, le fait de faire une structure pour ces courses, comme la structure alimentaire, ben, c'est de se donner un petit peu une ligne de conduite à suivre même pendant ces courses. Donc, toujours se diriger vers les produits qui sont intéressants pour nous, qui nous font du bien, etc. Et en faisant les recettes, les menus à l'avance, donc se dire que voilà, pourquoi pas prendre le réflexe de prendre l'habitude de chaque dimanche ou chaque week-end prendre 10-15 minutes avec le conjoint, avec la famille pour décider de ce qu'on veut manger pendant la semaine, établir déjà ce menu de façon hebdomadaire pour le repas chaud, avec des bons produits, des bons légumes, des bonnes protéines, des bons féculents, etc. Et ensuite, arriver au moment des courses, où on se dit ben, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire justement ces menus. Et au moment de la liste de courses, ben, comme je l'ai dit, toujours essayer de se limiter un petit peu à ce qu'on a noté et ne pas tomber aussi dans le piège, parce que parfois, c'est un questionnement à ressentir aussi, de se dire ben, cet aspect promotionnel, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ce ne sera pas favoriser la surconsommation, le gaspillage alimentaire, essayer d'acheter plutôt en petite quantité, juste suffisamment pour la famille un petit peu, et justement déjà faire ces bonnes provisions pour les repas. Et alors éviter aussi peut-être tous les lundis on mange ça, tous les lundis on mange ça, de varier surtout. C'est sûr que la monotonie alimentaire est un danger, parce que c'est vraiment une des premières causes d'échec, c'est de se rendre compte que le plan alimentaire est monotone, etc. Donc vraiment essayer de combiner les aliments différemment, découvrir des nouvelles choses qu'on ne connaît pas forcément, mais toujours se diriger vers des produits intéressants. C'est-à-dire tout d'abord des protéines maigres, que ce soit de la viande maigre, du poisson, pourquoi pas du poisson gras effectivement qui est riche en bonne graisse, en oméga 3, la viande rouge 1 à 2 fois par semaine maximum, des œufs comme alternative aussi pour les protéines, ou pourquoi pas se diriger parfois vers des alternatives végétales, type légumineuses, soja, tofu, lentilles, etc. Pourquoi pas pour changer un petit peu ces routines alimentaires. Les féculents complets aussi, riz complet, patates douces, pommes de terre, boulgour, sarrasin, quinoa, découvrir ces petites céréales qu'on ne connaît pas forcément, et aussi les végétaux, toujours essayer de choisir des végétaux qui sont frais, qui sont locaux, essayer aussi de privilégier un petit peu ces produits-là. Et ne pas tomber aussi dans les pièges un petit peu marketing. Dites-vous, plus un produit est mis en avant, est beau niveau packaging, etc.,
justement, plus justement il est souvent néfaste, entre guillemets, parce qu'on essaie de cacher quelque chose, une bonne qualité, etc. C'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez fréquemment. C'est ça, on voit l'emballage, mais le contenu ou l'étiquette. C'est ça, tout à fait. Et parlons de cette étiquette, c'est vrai que maintenant ce qui est sorti un petit peu, c'est le Nutri-Score. C'est vrai que beaucoup de personnes s'y intéressent. Et je pense que c'est un pas en avant vers l'éducation nutritionnelle un petit peu globale, mais il faut quand même garder une distance par rapport à ce Nutri-Score. N'oublions pas qu'il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts marketing par rapport à cet indice. Et ce seul indice ne permet pas de dire qu'un produit est bon ou pas pour le poids. Toujours essayer de se référer d'abord à l'étiquette alimentaire, c'est-à-dire essayer d'apprendre à lire l'étiquette. Donc déjà une première chose, c'est regarder la liste d'ingrédients. Effectivement, plus une liste est longue, évidemment, plus l'aliment est transformé, ultra transformé, alors que justement on essayera de se diriger vers des produits plus bruts, plus naturels, où il n'y a que quelques ingrédients dans la liste d'ingrédients. Ensuite, se dire que dans une liste, plus un ingrédient arrivera tôt dans la liste, plus il sera présent à haute quantité dans le produit. Prenons l'exemple par exemple de la pâte à tartiner aux noisettes. Le premier ingrédient, ça va être le sucre. Ça veut dire que l'ingrédient le plus présent dans cet ingrédient-là, ce sera le sucre. Et évidemment, le sucre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour la noisette passe au... Voilà, c'est ça. Et puis au final, on se rend compte qu'il y a des traces de noisettes. Dépend effectivement des marques, mais toujours essayer d'avoir cette responsabilité par rapport à nos achats et justement apprendre à lire ces étiquettes avec la valeur énergétique, les protéines, les glucides, mais surtout le taux de sucre ajouté qui doit justement être le plus bas possible, les lipides et effectivement les taux d'acides gras saturés qui doivent aussi être le plus bas possible et voir un petit peu aussi au niveau du sel, des additifs, des conservateurs, etc. pour justement avoir ce rôle responsable aussi. Bon, on est en train de rédiger notre petite liste Voilà. de courses, on a le ventre bien plein pour éviter d'acheter toutes les crasses des rayons. Et donc, on va aller vers ce qui est de saison, j'imagine aussi. On est tenté maintenant à aller vers des salades. Est-ce que c'est bon quand même ou qu'est-ce qu'il faut faire pour les salades et tout ce qui est crudité? Ici, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'en hiver, on est plutôt attiré vers ce qui est plus gras, plus sucré, etc. Parce que la matière grasse du corps reste d'abord un isolant thermique. Donc physiologiquement, on va être attiré vers des choses qui sont plus riches en hiver pour se protéger justement au niveau température corporelle. Ici en été, on va être attiré par des choses plus légères, tout ce qui est crudité, etc., tout ce qui est végétaux, tout ce qui est fruits, etc. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut toujours garder en tête que les salades composées doivent toujours être une assiette complète, une assiette alimentaire, une structure alimentaire complète, c'est-à-dire avec une présence de protéines, une présence de féculents et puis les légumes qui sont les crudités. Donc pourquoi pas partir sur une base de salade, de garnir de différentes crudités, des tomates, des concombres, des radis, des carottes, des petits choux-fleurs crus, etc. Pourquoi pas. Et puis ajouter une petite protéine, ça peut être une petite omelette, ça peut être des œufs cuits durs, ça peut être du thon, ça peut être du saumon fumé, ça peut être des petits émincés de poulet, des choses comme ça, pour servir justement de protéines animales qui sont complètes. On peut aussi se diriger vers des protéines végétales, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, haricots mongo, etc. Toutes ces choses-là qui servent d'alternatives végétales, mais qu'on doit compléter avec des féculents. Féculents de type complet, donc boulgour, sarrasin, patates douces, riz complet, pâtes complètes, etc. Et de là, on a une salade assez copieuse, mais qui sert justement de bonne structure alimentaire. Alors, l'idéal, c'est d'acheter tout frais, mais il y a des bocaux, par exemple, avec des carottes, etc. Est-ce que c'est bon quand même ou ça contient du sucre? Du sucre, ça dépend un petit peu d'un produit à l'autre. C'est vrai qu'on a remarqué que le sucre était présent dans des aliments qui ne devraient pas être présents. On parle par exemple des charcuteries, des choses comme ça. Et ça, il faut garder en tête que le sucre est un psychotrope très puissant pour l'organisme. C'est-à-dire, on avait eu le scandale avec les lasagnes qui avaient été sucrées, alors qu'on ne prend pas une lasagne pour le goût sucré, on prend la lasagne pour le goût salé. Mais le fait qu'il y ait du sucre dedans, du sucre ajouté, entre deux lasagnes, notre cerveau va directement se diriger vers la lasagne qui sera plus sucrée, alors que le goût sucré sera camouflé par le salé de la lasagne, mais c'est juste pour cet effet sur le cerveau. Donc évidemment, les industriels l'ont bien compris, c'est pour ça qu'il y a du sucre un petit peu partout, et justement, d'où la nécessité de faire le plus possible maison, de manière bien contrôlée ce qu'il y a dans nos aliments. Et de bien lire ces étiquettes, comme voilà, on disait tout à fait.
voir évidemment qu'il n'y ait pas trop de sucre. C'est ça. Et alors le sel, évidemment, il faut aussi le diminuer, je suppose. C'est ça. Le sel, il n'y a rien à faire, ça conserve. Et ça, encore une fois, les industriels l'ont bien compris. Du coup, il y en a un petit peu partout. Le tout, c'est encore une fois de choisir des produits frais, des produits qui ne sont pas travaillés, se diriger vers d'autres produits. Donc, pas tout ce qui est plat préparé, pas tout ce qui est en sachet, tout ce qui est préemballé, etc. Ça, généralement, il y aura une source de sel. Et plutôt se diriger pour à la maison, ces préparations qui sont déjà salées à la base que ce qu'on achète en grande surface, mais plutôt se diriger vers des herbes aromatiques, persil, des choses comme ça, des autres épices aussi, du gingembre, du curcuma, du cumin, du curry, du paprika, etc. De manière à avoir cette gustativité qui est intéressante sans augmenter trop le taux de sel ajouté. Parler de produits emballés, donc les salades qu'on trouve dans les sachets, c'est pas top. Ça reste... Une salade verte. Oui, effectivement, le mieux évidemment, c'est la salade verte du jardin que vous faites vous-même, etc. Ou une salade bio d'un producteur local, etc. Maintenant, effectivement, ces sachets parfois permettent de dépanner et d'avoir quand même une portion de légumes. Il faut toujours penser en bénéfice-risque, je pense, de se dire, cette salade, on se doute qu'elle n'est pas top comme une salade qu'on aurait du jardin. Maintenant, ça reste une source de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux, etc. Mais il y aura peut-être un petit peu de sel, un petit peu d'additifs, un petit peu de conservateurs. Et ça, effectivement, c'est des choses à tenir compte aussi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que le printemps arrive tout doucement pour justement être attentif à notre santé? Je suppose comme on sort de l'hiver, il y a un peu le froid aussi qui est un petit peu à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour notre alimentation? Se situer un petit peu, donc déjà se fixer les objectifs, donc se dire comment est-ce que je me sens actuellement dans mon poids de forme, est-ce que je me sens bien, est-ce que je pense que je devrais perdre quelques kilos pour me sentir bien l'été, pour savourer des moments aussi, parce que c'est toujours dommage de se dire que certains patients n'osent pas enlever le t-shirt à la piscine, etc. Et c'est des moments parfois qui sont intéressants pour notre bonheur tout simplement. Et ça, c'est vrai qu'il faut parfois y réfléchir au-delà de l'aspect diététique, de se dire comment je vais me sentir en été, quand je devrais enlever le maillot devant les autres, etc. Quand je devrais enlever le t-shirt, le maillot on va attendre un petit peu, et devant les autres, etc. Et voilà, déjà se situer par rapport à ça, et puis voir qu'est-ce qu'on fait actuellement, qu'est-ce qui est à améliorer. Il y a beaucoup de sources d'informations évidemment sur Internet, essayer de se former par rapport à ça. Consulter quelqu'un, effectivement, ça peut être une aide en plus, quelque chose de personnalisé qui vous correspond et essayer de mettre les choses en place pour y arriver tout doucement. D'accord. Et dans notre assiette, qu'est-ce qui est à conseiller pour l'instant? Tout d'abord, toujours la structure. Donc, une structure sur la journée, 3 repas, 1 à 2 collations, petit déjeuner, dîner, souper. Ça reste vraiment la base de ce qu'on va faire en alimentation équilibrée. 1 à 2 collations, donc une petite collation en matinée si on en ressent le besoin. Une collation en après-midi pour couper un petit peu entre le dîner et le souper, pour justement avoir cette alimentation fractionnée qui nous donne justement cette énergie directement disponible pour l'organisme, cette énergie durable sur la journée pour ne pas avoir de coups de pompe, pour ne pas avoir de pic de glycémie ou de coups de fatigue, etc. Et puis effectivement, la structure dans l'assiette. Quand on regarde l'assiette, toujours 3 groupes d'aliments, moitié légumes, crudités, potage, légumes cuits, etc. Un quart féculents de type complet, plus riche en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Et puis un quart d'assiette réservé aux protéines complètes encore une fois, viande, volaille, poisson, œufs. D'accord. Et les collations? C'est pas un Snickers avec des amandes et du caramel? Non. Les amandes, pourquoi pas? Les amandes, donc ça fait partie des fruits oléagineux qui peuvent être une très bonne source de protéines, de bons lipides, de bonnes fibres alimentaires et qui ont du coup cet effet un petit peu satiétogène qu'on va rechercher dans les collations. La collation idéale, ça peut être du sucre, mais du bon sucre, donc ce qu'on trouve dans les fruits, du sucre naturel. Ça peut être une petite mignonnette de chocolat noir pour justement réguler un petit peu notre sérotonine. C'est une molécule qui va justement avoir tendance à guider un petit peu notre comportement, donc diminuer nos attirances vers le sucré. Le fait de rajouter une mignonnette de chocolat noir tous les jours dans notre assiette va justement réguler un petit peu ces attirances-là vers le sucré, donc c'est intéressant. Un fruit, une portion de fruits, une salade de fruits, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un produit laitier, plus riche en protéines, qui vont justement encore avoir une fois cet effet satiétogène. Et il existe maintenant beaucoup d'aliments qui sont un petit peu plus protéinés, type fromage blanc, skyr, etc., qui peuvent être intéressants à incorporer dans les collations. Ça peut être aussi tout bêtement un bol de potage, toujours riche en légumes, etc., ou une petite salade, ou un petit
par exemple, j'ai un patient qui fait toujours ça, un petit plateau de légumes frais, qui coupe un petit peu, donc des carottes, des tomates, etc. Et à côté de ça, il se fait une petite sauce allégée, ça peut être fromage blanc et fromage frais aux fines herbes mélangé un petit peu pour justement donner ce petit goût intéressant. On va avoir vraiment cette portion de légumes qui est intéressante pour l'organisme. Ah, c'est vous, j'imagine Ouais, déjà le petit crac-crac des carottes. C'est ça, voilà, tout à fait. Et donc le cru, c'est bon quand même. Bien sûr, tout à fait. Ouais. C'est mieux évidemment d'aller vers le bio pour tout ce qui est pesticides, etc. Ouais. Maintenant, les légumes crus sont vraiment à consommer. Les légumes en général sont à consommer à volonté dans le plan alimentaire, autant crus que cuits. Donc justement, le fait qu'il soit cru, justement, ça permet de croquer l'aliment et justement la mastication joue toujours un rôle dans la satiété. Du coup, c'est intéressant de se diriger, par exemple, des carottes. Ça peut être très bien être un petit allié coupe-faim. Dès qu'on a un petit creux, toujours se diriger des petites carottes. Ou même une demi-heure avant le repas, déjà croquer une petite carotte. Vous allez voir que justement, vous mangerez un petit peu moins lors du repas suivant. Alors, on est donc dans cette dernière petite partie de la chronique de Louis Engels. Donc, je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation. On va rappeler peut-être les coordonnées, Louis. Donc par téléphone 0479 52 25 93. C'est également possible par email à Engelslouis Diet, D-I-E-T, Engelslouis E-N-G-E-L-S-L-O-U-I-S, DIET@hotmail.com. Le site internet www.engelslouis.be, Facebook aussi, EL-diète, et Instagram, L-diététicien, EL-diététicien, tout simplement. Exactement. Alors voilà, on est donc dans cette période où on a envie d'aller vers d'autres repas. On a un peu assez de ces carbonades flamands. Voilà. On a envie de manger un peu plus comme ce soir déjà. Il a fait beau toute la journée, on rentre chez soi et c'est vrai qu'un petit plat froid c'est quand même plus agréable. C'est quand même la saison de l'asperge. C'est bon pour la santé, oui, tout à fait. Mais dites-vous qu'il n'y a rien qui est vraiment néfaste ou bon pour la santé. C'est pas. Dites-vous que la prise ou la perte de poids n'est jamais la conséquence d'un acte isolé. C'est jamais un aliment ou un ingrédient ou un repas ou une collation qui vous faire prendre ou perdre du poids. Mais c'est vraiment cet équilibre alimentaire global que vous avez. Donc l'asperge, c'est un légume qui est riche en fibres alimentaires, qui est riche en vitamines, qui est riche en minéraux, comme au final un petit peu tous les légumes. Et les légumes, comme je disais, vont toujours être à consommer à volonté, tandis que par exemple un légume plus gras, un légume ou un fruit, ça dépend un petit peu comment on le considère. L'avocat par exemple qui sera un petit peu plus gras, c'est des bonnes matières grasses, etc. Mais plutôt avec modération, parce qu'il faut garder en tête qu'une calorie, qu'elle soit saine, on va dire comme les bonnes réputations de l'avocat, etc. ou néfaste comme les pâtes à tartiner sucrées, etc. Ça restera toujours le même impact calorique par rapport à cet équilibre entre apport et dépenses. Dites-vous que la priorité dans la prise en charge, c'est l'équilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques. Et une calorie, qu'elle soit bonne ou moins bonne, s'il y a un excès calorique, il y aura toujours une prise de poids. Évidemment, il y a d'autres facteurs, l'impact sur la glycémie, les ingrédients des aliments, etc. Mais ce sera toujours cette première chose qu'on regardera. D'accord. Alors, le petit conseil du mois, vous avez quelque chose à nous conseiller, Louis, là, pour le mois qui arrive? Oui, s'écouter un petit peu, se dire que moralement, ça va faire du bien un petit peu ces beaux jours. Pourquoi pas essayer de prendre l'air un petit peu, essayer de marcher un petit peu tous les jours. Parfois, c'est vrai que se donner une heure fixe de marche, donc se dire que tous les jours, on va marcher une heure, c'est parfois compliqué. Alors que scinder un petit peu cette marche en différentes sessions, dès qu'on a un petit peu le temps, de 5-10 minutes, aller s'aérer, marcher un petit peu, c'est parfois plus facile à caser dans nos journées. Pourquoi pas faire des petites sessions de 15 minutes? J'ai un patient, par exemple, qui fait 4 sessions de 15 minutes, une fois après le déjeuner, une fois au temps de midi, une fois quand il rentre du travail et puis une fois après le souper. Et au final, il obtient son heure de marche qui n'est pas à négliger comme dépense énergétique. Ce qui veut dire que l'hygiène de vie est très importante. Tout à fait. Dans tout ce qu'on fait, en fait. Bien sûr, tout à fait. Autant que l'alimentation, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Oui, et généralement, quand on se sent bien à l'intérieur, à l'extérieur, ça va mieux aussi. Oh là là. Louis, merci. On se retrouve donc le mois prochain, le premier jeudi du mois d'avril. On sera alors près de Pâques.
Tout Il à aura fait. peut-être à parler du chocolat. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je suis un grand fan de chocolat. Donc ah ça ouais, tombe moi bien. aussi. De toutes les heures au chocolat, aïe aïe aïe. Il faudra Oui. peut-être nous conseiller un petit peu quel type de chocolat on peut pas. Vous avez dit Voilà. tout à l'heure le chocolat noir. Chocolat noir, évidemment, qui Oui. sera plus riche en polyphénol, en fibres, moins sucré, etc. Mais une petite mignonnette par jour, donc 10 grammes par jour de chocolat, une C'est consommation. peu, C'est c'est peu, peu. mais vous allez voir que le fait de le manger tous les jours, ben, le chocolat noir a ce goût authentique du chocolat, un petit peu plus amer, etc. Donc après une mignonnette, généralement, on sent passer l'envie. Ok. Merci Louis. Merci à à vous. très bientôt et on continue en musique, chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute de Radio Passion.